Donc 3, 2, 1. Are you ready? Yes, action. Alors, bonjour tout le monde et bonjour Saïnam. Saïnam, merci d'être présente aujourd'hui et de nous partager ton expérience sur les entretiens d'embauche en Wow. France. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Alors, donc, pendant voilà, cette petite session, euh, ce que j'attends de toi, c'est vraiment que tu nous dises, tu nous expliques ton expérience, qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, négative, et voilà, pour avoir juste un petit point de vue, et puis peut-être apprendre deux, trois petites choses sur quel a été le meilleur entretien d'embauche ou le meilleur conseil que tu puisses donner par rapport à ton expérience. Ok. D'accord. Ok. Alors, ma première question, c'est dans quoi travailles-tu aujourd'hui? Alors, moi, je travaille dans un organisme de formation. Donc, c'est une école qui accompagne des étudiants à trouver une alternance. Donc, mon rôle, c'est de trouver des entreprises qui sont prêtes à accueillir des étudiants et à côté, du coup, d'accompagner des étudiants pour intégrer justement des entreprises. Donc, les accompagner, c'est du coup les coacher, les former, voir que leur CV du coup est en adéquation et puis les préparer aux entretiens. Ok, donc c'est pas, plutôt pas mal parce que je suppose que tu as eu un entretien pour pouvoir aider les étudiants à passer des entretiens. Exactement. Et alors, depuis combien de temps travailles-tu dans ton entreprise? Alors, dans cette entreprise-là, ça fait moins d'un an. Par contre, dans ce domaine-là, ça va faire 4 ans environ. Donc, du coup, j'ai quand même pas mal de visibilité sur les attentes des employeurs. Et puis voilà, j'ai passé moi-même des entretiens pour avoir un emploi. Mais du coup, effectivement, comme tu l'as souligné, je fais passer des entretiens à des étudiants. Donc, en tranche d'âge, ça va être du 18-25 à peu près. Mhm. Donc, je leur fais passer des entretiens pour les préparer aux entretiens. Mais en fait, tu la perle rare. C'est parfait. Alors, du coup, ma première question, c'est comment s'est passé ton dernier entretien d'embauche pour toi, pour que tu puisses intégrer ton emploi? Ok. Comment ça s'est passé? Alors, peut-être que tu en as passé plusieurs Mm. euh, et que voilà, d'une entreprise à une autre, ça s'est passé différemment. Donc, comment s'est passée cette période d'entretien juste avant que tu puisses avoir ton emploi actuel? D'accord. Alors la période d'entretien, quand même, je tiens à le souligner, c'est une période qui est assez stressante parce qu'on envoie plein de CV, des lettres de motivation, on postule à pas mal d'entreprises et en fait, on peut être découragé. Donc ça, c'est important de le souligner parce que c'est pas parce qu'on a un refus que ça veut dire que personne ne voudra de nous. Parce que lorsqu'on passe un entretien et qu'on a un refus, on est, je pense, tous obligés de passer par là lors des premiers entretiens ou même lors des derniers entretiens, hein, ça peut arriver. Faut pas se décourager, il faut prendre ça comme un moyen de s'améliorer. Et du coup, moi, le dernier emploi, je l'ai eu après avoir passé une dizaine d'entretiens avec du coup de nombreuses entreprises. Et j'ai intégré cette entreprise-là, cette école-là, parce qu'en fait, il y a eu un feeling. C'était un échange de personne à personne. Euh, C'était se projeter. Est-ce que j'ai envie, moi, de travailler avec cette entreprise-là? Et l'entreprise, elle, de son côté, il faut qu'elle arrive à se projeter. Est-ce que moi, est-ce que l'entreprise peut se projeter avec Sainam, quoi. Donc, c'est important d'avoir le feeling. Et du coup, ça veut dire qu'il faut être souriant. Faut être souriant, faut être en confiance. Et puis voilà, faut soigner aussi sa tenue, on va dire. Donc, faut pas venir avec un sweat comme ça à capuche. Non, faut être un peu plus présentable, les cheveux un peu plus coiffés pour les filles. Voilà, faut être présentable et avoir donné envie ouais, d'être embauchable. C'est pas français du tout. Mais je comprends. Mais penses-tu qu'il faille être strictement habillé? Je veux dire, tu sais, comme on a vu avec Madame
Osmond. Osman. Le tailleur en blanc et noir, les cheveux attachés comme les gardiennes des années 1900 et quelques. Enfin, est-ce que voilà, et les talons, les petits talons, etc. Est-ce que tu conseilles aujourd'hui, avec ton expérience et avec ce que tu donnes à tes étudiants, est-ce que tu conseilles que, en tant que fille et même en tant que garçon, avec le costume voilà, très strict, ou est-ce qu'il y a peut-être des nuances par rapport à l'emploi, par rapport à l'âge, par rapport, je sais pas, Ok. s'il y a la personnalité. Alors, ça dépend vraiment du secteur où on postule. Un étudiant qui a envie de travailler dans un cabinet d'avocat, il va y avoir un dress code comme Madame Osmond. Donc, vraiment être irréprochable. Il y a d'autres secteurs où ça va être un peu plus souple. Maintenant, moi, personnellement, du coup, quand je recrute, moi, pour mes clients, je vais d'abord regarder le pantalon. Faut pas qu'il soit déchiré. Si c'est un jean, c'est pas grave. C'est pas obligé que ça soit un pantalon classique de costume, non. Un jean, c'est ok à partir du moment où il est propre et qu'il n'est pas déchiré. C'est hyper important. Pour les jeunes, en fonction des secteurs d'activité, les baskets, c'est pas gênant. Mais pareil, il faut que ce soit propre. Si on décide de porter des baskets blanches, faut pas que ce soit sale. Sinon, des baskets noires ou des baskets bleu foncé, ça peut passer. Selon les secteurs d'activité, encore je précise, hein. Mais voilà, ça peut passer. Au niveau de la tenue en haut, euh, un t-shirt, ça va être moyen. Par contre, voilà, une chemise avec un pull par-dessus quand il fait froid, mais au moins qu'on montre que voilà, qu'on a fait un petit effort à l'intérieur ou un polo, ça peut passer. Après, pour les filles, c'est pas obligé qu'on soit en tailleur, pas forcément. On peut avoir un petit pull chic, une petite chemise sympathique. C'est pas obligé d'être en blanc. C'est plus vraiment obligé. Il n'y a pas de couleur en fait. Il n'y a pas de couleur. Il faut que ce soit propre, repassé, pas déchiré. Et puis être présentable aussi, c'est les ongles, par exemple. Faut pas que ce soit sale. Si les filles, vous mettez des vernis, attention à ce qui est pas, je sais pas comment on appelle ça. Écaillé, Ouais, écaillé, voilà, exactement. Faut pas que ça que ce soit soit écaillé. propre, tout neuf. Exactement. Si vous postulez pour travailler, je sais pas, en magasin de prêt-à-porter, évitez les ongles longs comme ça, hyper pointus, parce que les personnes, ils vont se dire comment est-ce qu'elle va plier les vêtements? Comment est-ce qu'elle va mettre en forme les rayons? Donc voilà, faut faire attention à tout ça. Pour les garçons, ça va être la barbe bien taillée. Voilà, faut être un peu propre. Si vous avez des bouclettes, bah, et que vous n'avez pas envie de faire un brushing, ben, soignez quand même un peu vos boucles. Faites pas comme moi, comme ça, voilà, ça se gère un peu. Donc, pour répondre à s'il faut attacher les cheveux ou pas, ça dépend vraiment de votre état capillaire. S'il faut les attacher pour ressembler à quelque chose, attachez-les. Sinon, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Mais l'important, c'est d'être propre, voilà, et d'être présentable. Ok. Et est-ce qu'on a besoin de changer de coiffure pour des entretiens d'embauche, de changer d'acheter du tout neuf obligatoirement? Enfin, Non. Pas nécessairement. Changez pas de coiffure parce qu'en fait, entre le moment où on reçoit un entretien et le jour où on vous reçoit pour votre premier jour, si c'est pas la même personne, parce que du coup la coiffure bah, a changé entre-temps, c'est pas bon. Il faut être soi-même avant tout. Il faut soigner sa coiffure, mais pas non plus se métamorphoser, quoi. C'est pas le but. Soyez vous-même. Maintenant, il y a des codes dans le monde du travail qu'il faut respecter. Donc, du coup, soyez vous-même, mais pas trop non plus. Voilà, tout ça, ça s'apprend après, hein, mais il n'y a pas obligé d'aller dépenser 200, 300 euros dans un costume ou faire des dépenses comme ça. Je suis sûre que dans l'armoire, enfin dans notre placard à tous, on a quelque chose qu'on peut enfiler pour un entretien et pour être présentable. Maintenant, s'il y a vraiment, vous avez vraiment rien et que vous passez votre temps à vous habiller en jogging et ensuite à capuche, oui, achetez-vous une paire de baskets propres, un jean et puis une petite chemise sympathique, mais pas besoin non plus de mettre beaucoup d'argent là-dessus. Il y a possibilité d'acheter pour pas cher maintenant. Donc,
c'est occasionnel, pas besoin de casser sa tirelire, quoi. Ok, merci. De rien. Et alors, pourrais-tu nous parler de ton tout premier entretien, si tu t'en Mon, souviens? mon tout premier entretien, j'étais stressée. Quel âge Euh, avais-tu? alors, mon premier entretien, est-ce que les stages... Alors, mon premier entretien, alors je vais pas compter les stages, je vais compter mon premier job étudiant. J'avais 20 ans, 19-20 ans environ, et je cherchais un job pour financer mes études en parallèle. Et puis, bah, j'étais stressée, j'étais timide. Je venais d'arriver en France, je venais de La Réunion, donc j'étais à Madagascar, ensuite à La Réunion, et je débarque en France pour mes études. Et bah, je me dis, il faut travailler parce que la vie est chère. C'est pas évident. Ça coûte cher. Et puis, tout le monde fait des sorties, tout le monde fait des restos. En France, il y a beaucoup d'activités, donc on a envie de profiter aussi. Mais pour ça, bah, faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, bah, faut travailler. Et du coup, je me suis retrouvée à faire des lettres de motivation, des CV, donc pour un peu de tout, pour les supermarchés, ouais, pour de la grande distribution, pour donner des cours aussi, pour la restauration. J'ai fait un peu de tout et puis je passais des entretiens et ça m'arrivait d'être tétanisée. Je ne pouvais rien dire parce que je ne me connaissais pas. J'étais pas prête. On ne m'avait pas préparée à des entretiens d'embauche. Effectivement, Madame Osmond, elle nous a préparé à des entretiens, mais plutôt type tailleur, etc. Mais C'est là, gentil, je crois qu'on se rendait pas compte. on se rendait pas compte, c'était un peu le monde des bisounours, c'est comme si ça allait être facile, voilà. Mais en fait, il faut pas lire son CV, en fait. C'est pas de la lecture, c'est voilà, il y a des questions qu'on va nous poser, il faut savoir improviser, faut convaincre l'autre. Et moi, à 20 ans, 19-20 ans, je sais pas faire ça, je ne sais pas. Donc, ça ne se passe pas bien, les premiers entretiens, parce que je ne sais pas répondre aux questions, je ne connais pas mes qualités, je ne connais pas mes défauts, je ne sais pas pourquoi est-ce que je postule exactement. J'ose pas leur dire que c'est juste parce que j'ai envie de faire des soirées, j'ai pas d'argent, ça passe pas trop. Donc, je sais pas, je suis pas prête. Et donc, ça se passe pas. Et puis, j'ai eu mon premier job chez McDo, qui a été très gentil. En fait, la RH que j'ai reçue, elle a été hyper sympathique parce qu'elle avait l'habitude de recevoir des jeunes étudiants. Donc, en fait, elle était OK pour donner une chance. Et elle a dit, en fait, on a fait un entretien formel, mais elle m'a dit, c'est sur le terrain que je vais te tester. Donc, c'est sur le terrain, durant la période d'essai qu'on va valider ta motivation et tes capacités. Donc là, c'était une première ouverture et je me suis dit, chouette, ouf, enfin quelqu'un qui veut bien de moi et qui est prêt à voir ce que j'ai à donner en tant que personne. Donc ça, c'était mon tout premier entretien et enfin mon tout premier job, pas le premier entretien, mais le premier job. Et puis ça m'a donné confiance en moi aussi, beaucoup confiance. Et puis McDo, bah, ça va vite, c'est intense, on rencontre plein de gens, agréables, désagréables. Du coup, ça a été très formateur. Et puis ça m'a donné un aperçu du monde du travail en France et ce que c'est, ah, un, deux, trois et ce que c'est que d'avoir des clients français. Voilà. Ouf, ok. Et alors, quel a été le pire entretien que tu aies pu avoir? Alors, peut-être par rapport à toi ou peut-être par rapport à l'employeur ou recruteur qui était en face de toi. Voilà, quelle a été ta pire expérience au niveau d'entretien d'embauche? Alors j'en ai deux, une personnelle et une moi en tant que recruteur quand j'ai reçu des candidats. Hmm, Alors ma pire expérience à moi, mais du coup je ne sais pas trop si ça peut être intéressant pour ceux qui vont nous regarder parce que du coup c'était vraiment quand j'avais déjà fait mes preuves en fait en tant que chargée de relations entreprises. Donc du coup j'avais vécu un entretien comme un interrogatoire. On avait projeté mon profil LinkedIn sur un mur blanc.
Et puis, en fait, on me posait plein de questions. Et en fait, mon compte LinkedIn n'était pas en cohérence avec mon CV. Il y avait quelques trous qui n'étaient pas comblés, donc j'avais pas vu ça, en fait. Et donc, on m'a pris un peu là-dessus. Et puis, devant moi, ils m'ont googlisé aussi pour trouver en fait sur quoi j'apparaissais au niveau des expériences, si c'était cohérent. Donc c'était horrible, je l'ai très mal vécu cet entretien. Mais bon, ça c'était encore donc du coup après hein, quand j'avais déjà justifié 3 ans d'expérience, donc bon du coup c'était horrible. Là j'y pense, j'ai mal. Maintenant, Ils ont cherché par exemple devant toi sur Facebook, Instagram, enfin tous les réseaux Google, sociaux. www.google.fr, hop, barre de recherche, Saina Malibai. Et puis, hop, on regarde ensemble ce qui en ressort. Donc, on tombait d'abord sur mon profil LinkedIn, hop, on clique dessus. Deuxième, c'était Doc Finance, hop, on clique dessus. Mais Doc Finance, je ne l'ai pas mis à jour. Je l'avais utilisé quand j'étais étudiante à l'époque pour chercher un stage. Donc, ça s'arrêtait à 2014. Donc, il n'est pas à jour. Je suis pas sur Doc Finance. Et puis voilà, Facebook, vous voyez. Donc, waouh. Donc, en fonction du poste où vous allez, essayez de vous googliser avant. Tapez votre nom et votre prénom pour voir un peu ce qui apparaît. Donc, si sur Facebook ou sur Instagram, vous avez des photos compromettantes, mettez votre profil en privé, supprimez ces photos. Les photos de soirée, tout ça, enlevez ou mettez en album privé. Mais attention, parce que maintenant, effectivement, l'image digitale compte beaucoup en fonction des postes, surtout dans mon cas où effectivement je suis en contact avec des étudiants, en contact avec des employeurs. Donc si mon profil il tient pas la route sur Internet, bah, il n'y a pas de crédibilité parce que je représente l'entreprise. Donc je comprends la démarche, mais faites-le vous aussi en amont. Regardez ce qui se dit de vous sur Internet, quoi. Et sinon, côté candidat, enfin moi en tant que recruteur, quand j'ai reçu des candidats, euh, là où j'ai très mal vécu certaines expériences, enfin mal vécu non, mais où vraiment je savais au bout de 2 minutes que j'allais rien faire pour ce candidat-là, c'est en fait on arrive et puis on est posé comme ça. Bonjour madame, pourquoi vous êtes là? Bonjour, je sais pas, je suis là parce que je dois être là, faut que je travaille, vous voyez, voilà. Donc là, je me dis, ok, déjà, on n'est pas bon. Le mec, il est là, mais il sait pas pourquoi il est là. La posture aussi, voilà, faut se tenir droit. Donc là, j'avais même pas besoin de regarder son jean ou sa barbe ou quoi que ce soit. Enfin, ça, c'était mort. Je pouvais pas envoyer ce candidat dans une entreprise. C'était pas possible. Prévoyez votre CV aussi. Une personne qui arrive en entretien, qui n'a pas son CV, même si voilà, aujourd'hui, nous, on reçoit les CV en parallèle sur notre boîte mail, mais parfois on n'a pas imprimé, ou parfois c'est juste s'assurer que la personne est prête. Donc prévoyez une pochette. Dans cette pochette, vous mettez votre CV, prévoyez 3, un pour vous et puis 2 au cas où s'il y a 2 recruteurs, un stylo et puis ben, de quoi noter. Voilà. Un candidat que je reçois en entretien à qui je donne des informations sur l'entreprise, sur les missions et qui ne prend pas de notes, je me dis mais il va pas s'en souvenir. Donc ça craint. Je suis pas, je me dis il est fiable. Donc prenez des notes, même si c'est des mots-clés, n'écrivez pas des phrases complètes, mais voilà, juste pour montrer que vous êtes intéressé. Le CV, quand vous l'avez devant vous, ne le lisez pas parce que vous connaissez votre parcours. Vous savez qui vous êtes, mais c'est juste en support. Vous avez votre CV en support si besoin. Mais sinon, ça c'est plus pour le recruteur. Et si le recruteur vous donne des conseils sur votre CV, s'il y a des choses à améliorer, notez-le aussi. Notez-le sur votre CV. Et puis à la fin, très important, prenez le nom et le prénom et puis les coordonnées de la personne que vous avez reçue en entretien pour pouvoir relancer quelques jours après si nécessaire. Et puis si vous avez son adresse mail, faire un petit mail de remerciement dans la foulée, quelques heures après, en disant voilà, que vous avez passé, voilà, pour reconfirmer que le poste vous intéresse et puis surtout voilà, pour montrer à nouveau que vous êtes motivé, quoi. Hyper important. Merci, merci pour tous ces super conseils. Je pense que je me suis un peu égarée entre temps, mais Non, non,
non, C'est un sujet qui est important à mon avis, les entretiens. C'est hyper important. Et puis, de plus en plus, je vois que les gens sont pas préparés. Pourtant, on en parle dans les écoles, on en parle partout, de la préparation des entretiens d'embauche. C'est partout. Mais je sais pas pourquoi les gens, ils sont quand même pas préparés. Donc, c'est un sujet qui est très important. Donc, je m'emballe. mais je te remercie. Au moins, il reste encore des personnes comme toi qui se sentent concernées et qui veulent bien faire les choses. Et alors, quels ont été les meilleurs entretiens, toi en tant que chercheuse d'emploi et en tant que recruteuse? Les plus beaux, les plus... Voilà, alors oui, voilà. Mm. Le- Mes meilleurs entretiens, moi, que j'ai eus en tant que candidat, c'est lorsque je passais des entretiens comme des échanges. C'était pas un interrogatoire où on cherchait à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que ce mot sur le CV, pourquoi est-ce qu'en mars vous avez arrêté, pourquoi vous avez repris que en juillet, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça j'ai un peu de mal avec ces entretiens-là, mais bon, chacun sa méthode. Maintenant, les entretiens où j'ai passé vraiment un très bon moment, c'est que c'était des échanges, de vraiment s'intéresser à mes expériences, non pas sur les dates, mais ok, Sainam, qu'est-ce que tu as appris dans ces jobs-là et pourquoi est-ce que tu as envie aujourd'hui de changer? Et c'est pas une enquête, mais c'est juste pour comprendre comment est-ce que moi, entreprise, je peux t'accompagner pour que tu puisses être épanoui dans ce nouvel emploi. Donc, c'était vraiment cet échange de moi, j'ai des compétences, je peux vous en donner et vous, vous avez une structure où je peux m'épanouir. En fait, c'est un échange de compétences, un échange ouais, de d'humains, valeur? de valeurs, exactement. Donc ça, c'était de bons entretiens où aussi on s'intéressait un peu au centre d'intérêt, aux qualités, où vraiment on passait du temps à parler de ça. Donc du coup, j'en profite, petite parenthèse, des centres d'intérêt. Ça peut être hyper intéressant aussi parce que si un recruteur a le même centre d'intérêt que vous, ben, en fait, c'est top parce que ça fait un matching, c'est ça. Et la personne, elle va se dire, OK, ces expériences, je les ai sur son CV. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas, par exemple, moi, sur mon CV, j'ai marqué psychologie, photographie. Bah, la personne, elle va se dire, ah, mais la psychologie, ça t'intéresse? Bah, vas-y, on en discute. Donc, du coup, on passe à autre chose et c'est beaucoup plus agréable. Donc, faut pas mentir sur ces centres d'intérêt. Mettez vraiment quelque chose que vous aimez, parce que sinon, vous êtes mal. Donc, je ferme la parenthèse. Et en tant que moi, recruteur, là où j'ai passé aussi un agréable moment, c'est pareil, quand la personne, elle arrive, elle est elle est présentable. Elle a fait, voilà, elle a fait un effort, elle a son CV, elle prend des notes, elle est une personne qui est à l'écoute, mais qui est dans l'échange, qui est pas juste en mode théorie, qui note tout ce que je dis, mais qui pose des questions, qui est dans l'interaction, qui s'intéresse à l'entreprise, qui s'intéresse au poste, qui va poser des questions sur les missions, qui se projette en fait. Donc je vais avoir plus de facilité à me projeter avec une personne qui se projette avec moi, parce que je me dis, ah mais trop bien, parce que du coup elle pose des questions, elle est intéressée, et pareil, quelqu'un qui est souriant, quelqu'un qui tire la tronche. Oui, je m'appelle Sainam, j'ai 28 ans, j'ai eu mon bac. Non, c'est mort. Mais bonjour, je m'appelle Sainam, j'ai 28 ans. Voilà, aujourd'hui, je suis à la recherche. Ça passe mieux. Faut être dans l'ouverture. En fait, c'est ça. Faut être dans l'ouverture et pas dans la fermeture. Donc, croisez pas les bras. Voilà, libre, les mains sont libres, vous pouvez bouger. C'est ça. Ouverture, ouverture, j'ouvre. Oh, Donc, ouais, en fait, c'est vraiment l'échange. C'est la personne qui va faire la différence et qui va faire que l'entretien va être agréable. C'est vous, en tant que personne, qui avez la main sur ça, parce que vous venez avec votre énergie, vous venez avec votre sourire, vous venez avec vos forces, avec vos qualités. Donc, c'est ça qui va faire que l'entretien peut bien se passer et l'échange peut bien se passer, parce que vous êtes bien, quoi. Et pensez à vos qualités et vos défauts. Préparez-les. Important. combien? 3, 5, 3, c'est bien. Minimum 3. 3. Ok. Voilà. Minimum 3. Avec des exemples à côté. Comment est-ce qu'on peut les illustrer, ces qualités et ces défauts-là? Génial. C'est une bonne question parce que même moi, là, maintenant, je ne saurais pas quoi dire. Et qu'est-ce que je peux te demander d'autre? Ah oui, oui, oui. Donc, on va dire que
j'ai une question en deux. Alors, la première partie, toi, parce que tu n'es pas physiquement française, Ouais, c'est seulement sur le papier, tu es née française, mais voilà, pas d'origine, comme ouais, moi. Et est-ce que c'est facile, c'est difficile? Est-ce qu'il c'est y a des difficile. questions sur tes origines? Est-ce que... Oui, c'est difficile. Je l'ai senti, la discrimination à l'embauche. Notamment quand j'étais étudiante pour les premiers emplois. En fait, les personnes qui étaient français de visage avaient plus de facilité à trouver un travail, contrairement à moi qui est du coup typée. Et puis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Et puis, en entretien, j'avais des questions du style sur les origines. Pourtant, ils n'ont pas le droit de les poser, mais on me les posait ces questions-là, les origines. Si j'avais la nationalité, si j'avais l'autorisation de travailler sur le territoire français. Bon, c'est des questions effectivement importantes d'un point de vue administratif, mais je ne suis pas sûre que ça se pose en entretien. Pour ça, il y a des formulaires qu'on peut compléter pour répondre à ces questions-là. Et je me suis retrouvée personnellement à préciser sur mon CV de quelle origine j'étais, donc très subtilement en le mettant dans les langues. Voilà, qu'on ne me pose pas la question. Donc, je suis d'origine indienne. Du coup, je l'ai mis sur mon CV. J'ai mis un drapeau de l'Inde avec hindi. Et puis, voilà, en mode, c'est langue maternelle. Donc, j'ai précisé, comme ça, j'évite ces questions-là. Et puis, en fait, j'ai mis ma photo sur mon CV. Comme ça, une personne qui... mais ça, c'est un choix. C'est pas obligatoire de le mettre. C'est pas obligatoire de le mettre, mais je sentais parfois qu'une personne qui me recevait en entretien sans m'avoir vu et qu'ils avaient juste un CV sans ma photo, bah, en fait, quand ils me voyaient en entretien, ils étaient surpris. Ils étaient surpris et ça pouvait être gênant. Alors que maintenant, je me dis, sur mon CV, je mets ma photo, je mets de quelle origine je suis. Donc, si on me reçoit, ça devrait pas être problématique. On sait à quoi je ressemble physiquement, donc on sait, voilà, on voit ma tête, quoi. Donc ça, c'est un choix parce que je l'ai mal vécu en fait pendant au moins 2, 3 ans, cette discrimination qui était ressentie aux entretiens. Donc j'ai fait le choix de le mettre sur mon CV et puis voilà pour optimiser mon temps et l'énergie et pour éviter des déplacements inutiles. Voilà, donc c'est... Ok. Et j'ai une autre question aussi qui me vient en tête. D'abord, toi, en tant que recruteuse, est-ce que as-tu d'abord des étudiants, as-tu eu des étudiants étrangers? Oui, oui. Alors moi, j'ai que ça. J'ai fait le choix, moi, justement, là où je travaille. J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est un organisme de formation qui est spécialisé dans l'insertion professionnelle. Donc l'insertion professionnelle, en fait, c'est des jeunes qui sont en décrochage, qui n'ont pas eu les mêmes facilités que la majorité. Donc pour beaucoup, c'est des personnes aussi qui n'ont pas de papier, qui sont en difficulté soit sociale, soit administrative. Voilà, ils ont pas mal de difficultés. Donc, c'était un choix parce que je voulais aider, moi, la minorité. Ça, c'est vraiment ça fait partie de ce que j'ai envie de faire, c'est aider la minorité, c'est aider les gens qui n'ont pas, qui sont le moins entendus, quoi. C'est un peu, j'ai l'impression, le but de ma vie, quoi. Voilà. Donc, je reçois, moi, principalement, bien sûr, il y a des Français, hein, il y en a, mais principalement des étudiants, des candidats qui sont étrangers, qui n'ont pas toujours vécu en France et qui sont à la recherche, en fait, juste ben, d'une chance, qu'on les aide, qu'on les accompagne, parce que sans travail, pas de papier, mais sans papier, pas de travail. Mais du coup, c'est les accompagner un peu en ce sens-là. Et puis moi, du coup, personnellement, ayant été victime de discrimination à l'embauche, je ne vais pas, moi, faire mon choix sur les origines de la personne, sur sa couleur de peau, sur sa nationalité, sur ses papiers. C'est pas mon critère à moi, Bah, en ça tout cas n'existe pas à personnellement. La Réunion, à Madagascar,
Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc maintenant, je précise quand même qu'il y a de plus en plus quand même de recruteurs qui sont étrangers ou qui sont en tout cas ouverts du coup à la diversité. C'est en tout cas quelque chose qui se met en place petit à petit en France, mais ça se met en place. Donc c'est plus les mêmes difficultés que moi à l'époque en 2014 quoi. Je pense que c'est pas comparable entre 2014 entre 2014 et 2017 et maintenant 2022. Donc voilà, on est quand même de plus en plus ouvert au changement, à l'étranger, à s'ouvrir aux autres. Donc il faut juste tomber sur des bonnes personnes. Mais si les premiers entretiens, vous faites de mauvaises rencontres, ne découragez pas, quoi. Tout le monde n'est pas comme ça, c'est pas grave. Next. Euh, comment dire, ne gaspillez pas votre énergie à vous dire on ne veut pas de moi parce que je suis différent. Une personne, deux personnes, cinq personnes ne sont pas d'accord avec la différence. Mais il y a tellement d'entreprises, tellement de recruteurs en France qui seront OK à vous donner une chance et à vous tendre la main. Il faut juste les trouver. Et pour ça, ben, faut postuler à fond, à fond, à fond, à fond. Et c'est derrière, je sais pas, 30 non qu'on va avoir un oui qu'on pourra savourer et le chérir, quoi. C'est mignon, c'est romantique. Mais donc, du coup, tu penses que ça va, voilà, un étranger peut tout à fait travailler en France et trouver une entreprise, faire sa Ouais. carrière C'est en ça. France. Il peut trouver, après je précise aussi un autre point, c'est qu'il faut accepter de commencer bas. Pas seulement quand on est étranger, mais quand on est débutant dans le monde du travail. Faut pas viser des postes à responsabilité alors qu'on n'a pas d'expérience du tout. Pour une personne qui viendrait de l'étranger, qui a pas mal d'expérience dans son pays d'origine, son expérience ne sera pas valorisée de la même façon qu'en France. Quand on arrive en France, même moi, quand je suis arrivée en France, il fallait que je comprenne comment fonctionne le système français, la culture, comment ça se passe, l'administration. Donc tout ça, en fait, ça prend du temps à se mettre en place. Donc c'est OK de commencer par des postes qui ne sont pas forcément ceux que vous visez à l'initial, mais qui sont nécessaires. Pour évoluer, pour apprendre à parler, pour apprendre à écouter, pour se mettre en fait en place, en route. Et les métiers qui recrutent quand même pas mal, bah déjà les métiers où vous allez donner des cours, hein, forcément dans votre langue d'origine, pour donner des cours, ça passe. La restauration rapide, la grande distribution, les magasins de prêt-à-porter, dans des zones touristiques aussi. Ils peuvent recruter pour voilà parce que vous avez quand même un plus qui est votre langue d'origine, donc c'est hyper important. Donc à mettre en valeur, à mettre en avant dans les métiers du tourisme aussi, dans les hôtels. Donc voilà, visez ce type de poste. Et pas grave si vous n'êtes pas responsable ou responsable marketing ou comptable tout de suite. C'est pas grave. Vous commencez, vous faites vos preuves. L'entreprise voit que vous êtes quelqu'un de confiance, que vous êtes quelqu'un d'engagé, que vous apprenez vite. Et l'évolution se fait en interne petit à petit. Donc il faut être patient et persévérant. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux donner pour les débuts en France, quoi. Et dans n'importe quel pays d'ailleurs, je pense, quand on débarque. Génial. Et ma dernière question, euh, penses-tu avoir eu un traitement de faveur ou une espèce de, donc une discrimination positive ou négative, donc négative ou positive, parce que tu es une femme? Bah, C'est un petit peu oui, difficile parce que ça fait femme entre guillemets étrangère, ouais, bah oui. mais donc on peut avoir du mal à distinguer quelle est l'origine de la discrimination, Ouais. si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que bah, le fait d'être une femme t'aurait posé des problèmes ou t'aurais solutionné quelque chose dans un entretien d'embauche, voilà, dans le monde du travail? Ça va pas être très positif ce que je vais dire, mais c'est compliqué aussi. Quand on est une femme en plus étrangère, les questions auxquelles on peut être confronté quand on est en entretien en tant que femme, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes mobile? En fait, ils vont essayer de comprendre un petit peu quelles sont nos disponibilités
en fonction de notre situation personnelle. Donc, ils vont pas poser les questions directement, mais de manière très détournée, subtilement. On comprend, en tant que femme, qu'en fait, on cherche à savoir si j'ai des enfants, si je suis mariée, si j'ai un projet bébé, si je suis engagée, si je peux être mobile, si je peux faire des heures sup, si je suis flexible au niveau des horaires. Parce qu'un homme, la question ne se pose pas. Mais une femme, voilà, c'est beaucoup plus délicat. Donc, ouais, non, c'est pas évident d'être femme et étrangère quand on cherche un boulot. Mais encore une fois, faut être persévérant, quoi. Et attention, parfois, même les femmes peuvent être dures envers les femmes. En tant que candidate, j'ai déjà eu, moi aussi, du coup, en RH, des femmes qui, pareil, n'ont pas été forcément très tendres. Pourtant, c'est des femmes. Mais malheureusement, La solidarité féminine n'existe pas, non. non, très peu. En tout cas, j'ai pas encore été confrontée à cette solidarité, mais ça reste pas top top. Et puis sinon, au niveau d'un homme recruteur, bon, ces questions vont se poser aussi, mais on peut ressentir une gêne aussi quand on a un homme en face. Donc l'homme, à un moment, peut se demander, est-ce que je vais lui donner un poste à responsabilité en tant que femme? Est-ce qu'elle va pas me dépasser en termes d'échelon? Donc du coup, il y a ce côté où on peut se sentir rabaissé en entretien parce qu'on se sent pas légitime d'expliquer à quel point on est compétent parce que c'est un homme en face de nous et du coup, il y a cette gêne qui est présente. Donc, donc c'est voilà, ça peut être décourageant, mais c'est pas tout le temps comme ça, mais ça peut arriver, quoi. Voilà. Un peu moins dans les petites boîtes quand même. Dans les startups, dans les petites entreprises, c'est moins présent. Et par contre, ouais, dans des entreprises qui sont très structurées à l'ancienne, avec des valeurs qui sont ancrées depuis des années, des années, des décennies, c'est un peu plus galère, quoi. Après, il y a un gap générationnel aussi maintenant auquel des étudiants peuvent être confrontés. Les recruteurs d'aujourd'hui, enfin les personnes qui recrutent aujourd'hui, c'est pas encore moi, c'est encore ceux qui me recrutent. Donc il y a un gap générationnel et du coup il y a ce côté où ils sont pas forcément tous encore très ouverts. Donc il faut que notre génération à nous prenne la place, le relais, mais ça va prendre encore quelques années. Oh, d'accord. Ok. Mais je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu aurais voulu rajouter autre chose? Moi, je voudrais quand même rajouter qu'il faut y aller avec un état vraiment positif. Un entretien d'embauche, prenez-le comme un jeu. C'est pas grave si c'est négatif après, c'est pas grave si la réponse elle est pas forcément positive, mais en fait ça va être une expérience humaine. Prenez-le comme un jeu, comme une expérience. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, soit sur l'autre, soit sur vous. Soit vous allez apprendre des choses sur vous, soit sur le fonctionnement de l'humain. Donc dans tous les cas, c'est enrichissant. Prenez-le positivement. Les remarques qu'on peut vous donner en entretien ou si on vous fait des critiques, ne les prenez pas personnellement non plus. Un recruteur ne vous connaît pas en tant que personne au quotidien, c'est vous, le jour de l'entretien, dans le rôle du candidat que vous êtes. Donc, faut pas que ça vous mette dans un état pas possible et que tout soit remis en question et que vous soyez, comment dire, abattu. C'est des coups de mou, ça arrive, mais relativisez et ouais, sortez la tête de l'eau et puis dites-vous non, non, c'est pas moi, il me connaît pas au quotidien, c'est pas grave, next. En fait, c'est vraiment se dire next, next, next et je vais trouver. C'est persévérer, quoi. Et puis, et puis ouais, postuler en France. Vous pouvez postuler effectivement directement sur place. C'est important de déposer en fait vos CV directement dans les magasins si vous postulez dans des magasins, dans des restaurants si vous postulez dans des restaurants. Déposez directement vos CV dans les structures qui vous intéressent et ne faites pas que des mails. C'est bien de faire des mails, c'est bien de postuler sur Internet, mais pas que. Il y a certaines entreprises où effectivement ça mérite de se déplacer. Et parfois, quand vous avez déjà postulé, même sur Internet, trouvez les coordonnées des entreprises pour appeler, relancer. Un employeur reçoit
tellement de CV dans une journée. Il y a tellement de CV personnellement que même moi, j'ai supprimé. Enfin, je supprime, je next, quoi. Mais par contre, une personne qui va m'appeler 3 jours après en me disant, Madame Alibey, je vous ai envoyé un CV, j'ai pas reçu de retour, je vais me dire, ben tiens, je m'en souviens pas, mais je vais prendre l'initiative d'aller chercher, du coup, dans la corbeille et tout. Mais je me souviens de la personne. Je vais me dire, ah oui, tiens, elle m'a appelé, ça veut dire qu'elle est motivée par le poste. Hop, je la remets dans mes courriers à traiter et puis je la convoque en entretien. Donc, faut pas avoir peur d'appeler. Vous n'allez pas déranger plus que ça, en fait, ça va prendre 2 minutes. Au pire, la personne, elle vous dit non, mais au mieux, vous aurez une réponse, quoi. Donc, n'hésitez pas à appeler. Faut pas avoir peur du téléphone. Et est-ce qu'on pourrait, dans le cas d'un refus, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Parce que je pense déjà peut-être répondre et dire merci, merci de Mm. m'avoir donné une réponse, parce qu'on n'a pas tout souvent la réponse. Et est-ce qu'on peut demander, avec de ton point de vue, est-ce qu'on peut demander pourquoi est-ce qu'on a été refusé? Bien sûr, bien sûr, c'est apprécié quand même de demander les axes d'amélioration parce qu'en fait, en tant que recruteur, du coup, ça oblige à donner des justifications. Parce qu'en fait, refuser pour refuser, non, c'est pas valable. Et puis, en tant que candidat, ça permet de s'améliorer et surtout de passer à autre chose aussi et de faire son deuil, entre guillemets. Non, bien sûr, faut le demander. De toute façon, on vous a refusé. Donc, au pire, il vous donne pas de réponse parce qu'il a la flemme. Mais au mieux, vous aurez des axes d'amélioration pour mieux faire les prochains entretiens. Donc, bien sûr, c'est un risque, il faut le prendre. Il faut tenter. Ok, ok. Mais je crois qu'on a tout, que tout est dit. Et puis de toute manière, si j'ai d'autres questions, je reviendrai vers toi. Bien Et sûr. je te remercie pour ces conseils, pour ton expérience précieuse et pour ce joli sourire. Bah de rien, avec plaisir. Ce sourire est pour toi et tes étudiants.